agréé par la communauté de communes Porte-Océane du Limousin, qui est gestionnaire de cette réserve naturelle. Et donc moi, aujourd'hui, je vais vous présenter de manière synthétique la réserve naturelle, en abordant tout d'abord l'histoire de cette découverte géologique, qui a emmené après sur la connaissance de l'astroblème, et ensuite qui a débouché il y a une quinzaine d'années par la création d'une réserve naturelle nationale, qui est un outil de protection et de gestion du patrimoine naturel, et qui là est centré sur le patrimoine géologique lié à l'impact. Et ensuite, pour finir, je vous présenterai quelques projets structurants, passés ou présents, de l'activité de la réserve, au-delà des tâches, on va dire, de fond et quotidiennes. C'est des projets qui vont vraiment marquer la vie de la réserve et qui vont marquer à l'avenir. Tout d'abord, l'histoire de la découverte géologique. Donc, là, l'image que vous voyez, c'est une vieille carte postale qui vient de Chassenon, qui est fin 19e, début 20e. Et là, pour la petite histoire, ce que vous voyez, c'est donc on voit la légende d'extraction de lave pour construction à la carrière volcanique. Donc là, ça nous donne déjà une indication sur l'hypothèse que les cours à l'époque. Donc on a retrouvé les termes de lave et de volcanique. On verra par la suite aussi les différentes hypothèses. Et là, ce que vous voyez ici, c'était de l'exploitation, on parle de carrière, mais c'était plus l'exploitation des anciens termes gallo-romains. Donc ce qui avait été trouvé, c'est les fondations des termes gallo-romains. Donc les gens faisaient du réemploi des pierres utilisées par les gallo-romains. Aujourd'hui, le site est protégé et c'est un site archéologique, certains d'entre vous le connaissent certainement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par cette exploitation, ça a détruit une partie de ce patrimoine archéologique qui a été protégé par la suite. Donc bon nombre de ces pierres, des anciens termes, on les retrouve dans des vieilles maisons, aussi dans le bord de Chassenon. Alors si on regarde les premières observations qui ont été faites par les scientifiques, ça remonte donc au début du 19e siècle. Donc les premières mentions sont de 1808 dans les statistiques de la France du département de la Haute-Vienne. Donc là, il y a déjà des observations de cette roche en fait, qui est qualifiée, on a du ciment artificiel, du produit volcanique. Quelques dizaines d'années plus tard, on a encore l'idée de l'origine volcanique. Ensuite vient l'origine sédimentaire qui est avancée par Cocan. Et ensuite revient l'hypothèse volcanique quelques années plus tard. Donc il y a eu un jeu d'aller-retour, je vous ai mis en gras ces différents éléments. Parce qu'on revoit du sédimentaire au début du XXe siècle. Et on revient sur du volcanique en 1910. Donc voilà pour dire qu'il y a eu de l'observation sur une curiosité géologique, mais on navigue toujours entre ce côté sédimentaire volcanique. Et donc en 1935, il y a un chercheur, François Cros, du Muséum d'Histoire nationale de Paris, qui commence à s'intéresser à cette structure. Et lui, ses premières interprétations qui vont rester pendant plusieurs dizaines d'années, c'est que ce sont des roches volcano-sédimentaires. Donc ça fait un peu la synthèse de ce qui a été vu précédemment, avec ces aspects bréchiques qu'on voit sur quelques roches aussi que j'ai amenées. Et donc lui, il va continuer ses recherches, et donc au fur et à mesure de ses avancées, dans les années 60, il va pouvoir aussi observer d'autres roches qui viennent d'autres cratères, notamment du cratère d'Uris en Allemagne, qui a été démontré comme cratère d'impact en 1960. Et donc, ça lui permet de faire des analogies et de proposer le site de Rochechouart-Chassenon comme un site d'impact. Donc il avance sur cette hypothèse et en 1969, il y a eu la découverte de cônes de pression, donc une des preuves irréfutables que c'est bien un cratère d'impact. Il a découvert cette structure avec Ivan French de la NASA qui était venu sur site pour ses recherches. Donc cette découverte a permis de présenter cette hypothèse à la communauté scientifique. Et il y a eu cette reconnaissance officielle en 1969. Donc vous voyez, finalement, ça reste assez récent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la science des impacts en elle-même est également récente. Elle date des années 50. Donc ensuite, juste voilà, pour voir François Cros, donc, qui
qui a travaillé sur ce thème et qui a été une des découvertes majeures de sa carrière et qui a donc permis aussi un peu de mettre sur la carte dans un coin du Limousin la première structure d'impact française et qui à l'heure actuelle est toujours la seule. Ensuite, sur les principaux travaux scientifiques, ce sont les travaux de Philippe Lambert qui a travaillé pour le BRGM sur le site suite à la découverte. Donc il a passé entre 5 et 6 ans sur site, a pu produire 2 thèses sur la structure d'impact de la météorite géante de Rochechouart. Il a également pu mettre en évidence une contamination chimique des brèches par le projectile et également réalisé une deuxième thèse en 1977 sur les effets des ondes de choc. Donc un autre élément de découverte, c'est la confirmation par l'Institut de Chicago que Rochechouart est le premier cas de contamination terrestre par de la matière extraterrestre en dehors de toute trace physique de météorite. Donc ce qu'il faut savoir, c'était avant la découverte de l'impact de Chicxulub et la limite Crétacé-Tertiaire. Donc c'était le premier cas de cette manifestation. Et ensuite, ce que j'ai mis de façon plus générique, donc dans les années 70 et 80, c'est le développement de la recherche sur site, avec l'apport de nouvelles informations, notamment sur la taille du cratère, sur la taille de l'impacteur. Donc par exemple, les hypothèses qui courent jusqu'à aujourd'hui sont que l'astéroïde qui s'est écrasé sur la zone de Rochechouart-Chassenon il y a environ 200 millions d'années faisait environ 1,5 km de diamètre. On est sur 1 à 2 km de diamètre. Pour un cratère qui, selon les hypothèses, peut varier entre 30 et 50 km, selon les auteurs, le périmètre. Donc voilà, ça ce sont des éléments qui sont toujours discutés actuellement, notamment suite aux études qui ont été menées dans le cadre des forages dont on reparlera tout à l'heure. Donc voilà pour cet aspect découverte qui est important de commencer par ce point-là. Et donc après on arrive plus sur l'aspect connaissance de l'astroblème. Donc l'astroblème qui est donc situé sur la partie ouest du Massif central. Et donc sur l'origine de ce terme, qui a été créé dans les années 60, vient des termes grecs astro et bléma, qui est littéralement une blessure d'astre. Donc on retrouve d'autres appellations qui sont utilisées, que ce soit structure d'impact, cratère d'impact ou cicatrice d'étoile, c'est un peu plus poétique. Le terme cratère d'impact est utilisé et n'est pas faux. Mais nous on l'utilise avec précaution parce que sur le site de Rochechouart-Chassenon, il n'y a pas de cratère visible. Donc ça peut prêter à confusion, notamment quand on reçoit du public. Il y a beaucoup de questions qui nous disent mais il est où le cratère? Il y en a eu un moment, mais voilà, on voit encore des roches qui sont témoins de ce cratère, mais il n'y a plus les bords de ce cratère physique. Donc on ne le voit pas sur le terrain par les manifestations topographiques, on ne le voit pas non plus par vue aérienne. Donc voilà, mais par contre on a des roches, voilà, donc certaines qui sont ici, qui témoignent de cet impact. Donc au niveau géologique, si on zoome un peu sur cette zone, donc on a parlé de la limite occidentale du Massif central à proximité du seuil du Poitou. Et donc le socle cristallin qui est sur la zone de Rochechouart-Chassenon, les principaux types de roches, on est sur des massifs granitiques, également des filons de microgranite qu'on retrouve dans ces zones-là, et sur les roches métamorphiques, on est sur du gneiss et de l'amphibolite. Donc là, vous voyez cette zone-là qui a été identifiée. Alors, cette carte date de 2003. On a cette étoile qui matérialise un peu le centre de l'impact, mais bien sûr, on parle tout le temps de point d'impact, mais on est plus sur une zone. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vu la taille de l'impacteur, on ne peut pas parler de points, on parle vraiment de zone d'impact. Et donc là, on voit, on en reparlera plus tard sur l'aspect administratif, vous voyez la limite Charente-Haute-Vienne. Donc là, les traces de l'impact sont à cheval sur 2 départements, sur plusieurs communes de 2 départements. Donc, si on reprend la carte géologique du BRGM en 50 millième, donc la 687, qui concerne cette zone, on remarque certains éléments. Donc,
là, on est sur le schéma structural, hein, c'est pas la carte détaillée. Et l'idée, là, c'est de voir les principaux types de roches. Donc voilà, les teintes à dominante rouge, rose, on est sur des granites, et plus les teintes verdâtres, on est sur du gneiss. Donc là, on voit ces zones bleues qui sont les zones d'impactite. Donc là, ce qu'on voit, il nous reste des traces, mais dans bon nombre de cas, c'est sous forme d'îlots. Ces îlots de roches, finalement, ils ont résisté à l'érosion. Certaines zones ont résisté, d'autres non. Donc c'est ça qui rend aussi parfois difficile la compréhension, parce qu'il n'y a pas toujours de continuité entre les affleurements. Donc ce trait jaune, il matérialise la coupe. Et donc ce que je vais vous montrer sur l'illustration suivante, c'est la coupe qui a été faite sur cette carte géologique. Et là, on voit finalement à l'échelle des profondeurs de sol la faible épaisseur de ces impactites. Donc c'est vraiment, en plus d'être des îlots, c'est peu profond. Donc ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle des temps géologiques, finalement, on a de la chance de pouvoir observer ce type de roche, parce que peut-être que quelques millions d'années plus tard, il n'y aurait plus rien suite à l'érosion. Donc voilà, donc on en profite, on l'étudie. Voilà. Donc là, c'est pour vous donner après la carte géologique, c'est pour vous donner un petit aperçu des types de roches. Donc là, à l'issue de la présentation, vous pourrez également venir un peu voir les différents types de roches que j'ai amenés pour voir cette diversité. C'est vraiment la richesse du site de Rochechouart, c'est vraiment cette diversité d'impactites. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à l'échelle planétaire, on a actuellement entre 190 et 200 cratères d'impact qui sont reconnus, mais tous n'ont pas une grande diversité de roches, une grande diversité de roches visibles ou connues. Il peut y avoir soit des roches du sol, soit des brèches, mais pas forcément tout le panel. Nous, la chance qu'on a ici, c'est d'avoir, si je me positionne sur ces exemples-là, c'est les cônes de percussion qu'on va retrouver plus dans le socle, qui sont des traces d'impact, les pseudotachylite également, qu'on retrouve dans le socle. Là, on a des brèches clastiques et suéviques qui sont des brèches de retombées, c'est-à-dire des matériaux qui ont été expulsés dans l'atmosphère et qui sont retombés, se sont solidifiés. Et là, on a plus ce qu'on appelle des impactites de fusion. Donc là, c'est vraiment des roches qui ont été chauffées, qui se sont parfois liquéfiées et recristallisées. Voilà, c'est l'exemple de celle-ci par exemple. On voit clairement des bulles, hein, ça me fait vraiment penser à la roche volcanique. Donc ça veut dire qu'on a un peu tout le panel de ce qui va du centre au bord et également en profondeur. Donc ça, c'est vraiment une grosse caractéristique de ce site. Et donc, cette diversité, bien sûr, elle a conditionné aussi le fait de créer une réserve naturelle nationale, voilà, par rapport au projet de création, parce que c'est vraiment, au niveau géologique, c'est vraiment une rareté nationale, vu que c'est unique en France, et qu'il y en a peu finalement à l'échelle de la planète. Donc là, on va dire que d'un point de vue valeur patrimoniale, on coche toutes les cases pour ce type de protection. Donc l'outil réserve naturelle a été créé en 2008, cette création de réserve, et donc elle s'inscrit dans le réseau de réserve naturelle de France. Et donc là, ce que je vous ai mis comme carte, c'est pour voir comment la situer dans le patrimoine géologique des réserves naturelles. Tous les points verts entourés de rouge que vous voyez, ce sont des réserves naturelles qui ont été créées pour des raisons géologiques. Et les points verts, ce sont des réserves naturelles qui ont été créées pour des motifs biologiques, faune et flore, mais qui abritent tout de même un patrimoine géologique. Donc ce qu'on voit, c'est que finalement, à l'échelle nationale, il n'y a pas tant de réserves que ça qui ont été créées pour des motifs purement géologiques. On en a 20 à 25 à peu près. Et sachant qu'on a 360 réserves naturelles, toutes réserves naturelles confondues. Donc là, au plus proche de nous, on a les réserves naturelles de Socats-la-Brède, du Lot et du Toarcien. Mais vous voyez, déjà, on est à 2-3 heures de route d'ici, de notre zone. Donc c'est pas si courant que ça. Et bien sûr, en termes de gestion et de conduite de la réserve, certes on est dans le réseau des réserves naturelles géologiques,
mais on n'a aucun point de comparaison comme on est le seul site d'impact. Donc finalement, cette mise en réseau a aussi ses limites. Donc là, je voulais aussi avoir un petit aspect historique sur la création de la réserve naturelle. Donc en 1993 est née l'association Pierre de Lune. Donc là, à cette époque-là, ça fait un peu suite à ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les phases de recherche et des 20 années de recherche après la découverte du phénomène. Et là, c'est un groupe de personnes à Rochechouart qui s'emparent un peu du sujet pour essayer d'en faire la promotion et de le développer, à l'initiative entre autres de Claude Marchak, qui est le président fondateur. Donc l'association existe toujours, avec qui nous travaillons très régulièrement. Et donc ça a débouché sur l'ouverture d'un musée, l'espace météorite Paul Pélas à Rochechouart, qui a été également soutenu par la commune de Rochechouart. Et donc cette association a travaillé à un dossier de création d'une réserve naturelle. Et donc, suite à une dizaine d'années de travail et de procédure, la réserve naturelle a été créée en septembre 2008. Et donc, ça fait 15 ans cette année. Et donc, d'ailleurs, nous avons plusieurs manifestations pour fêter, 15 manifestations en 2023 pour fêter les 15 ans de la réserve. Et donc, suite à cette création de réserve, il y a eu la désignation d'un organisme gestionnaire qui était la communauté de communes, qui au démarrage était du SAMU Pays de la Météorite, qui après a été porte au SAMU Limousin suite à une fusion entre deux communautés de communes. Donc c'est le gestionnaire actuel. Et donc dans l'histoire de la réserve, dans sa gestion, le premier plan de gestion a été acté et s'est déroulé de 2016 à 2020. Et le deuxième est sur la période 2021-2030. Donc j'ai mis également qu'il y a la réalisation de forages carottés sur 8 sites de la réserve naturelle. Donc je reviendrai en détail sur les projets structurants sur ce projet forage. Alors, pour ce qui est de la réserve et de la localisation des sites, vous voyez, on a encore zoomé un peu plus sur la carte géologique. Donc là, c'est pour illustrer les différentes couches de roches. On est toujours en îlot, avec notre fond IGN. Et on voit nos sites en réserve naturelle qui sont dispersés sur le territoire. Donc on est sur 12 sites éclatés sur plusieurs communes. Mais là, l'idée, ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces sites ont été créés pour être représentatifs des différents types de roches qu'on a vu tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir, comme si on avait un petit catalogue un peu des roches liées à l'impact, sachant que une réserve naturelle nationale, c'est un statut de protection assez fort. Donc on ne peut pas classer des villages entiers, des habitations. L'idée était vraiment d'aller chercher des zones naturelles. Et donc là, ça a rempli ce rôle-là. Donc si on regarde de plus près les caractéristiques de ces sites, donc on a 12 sites qui font une surface de 50,3 hectares. Ils sont sur 5 communes, Chassenon, Charonnac, Videx, Passignac et Rochechouart, pardon. Donc on est sur les départements de Haute-Vienne et Charente, à peu près un tiers de la surface en Haute-Vienne et 2 tiers en Charente. Et on a différentes configurations, on a soit des affleurements naturels, soit des anciennes carrières. On a également un affleurement qui est au sein d'une carrière en activité, qui est la carrière Champagnac à Rochechouart, qui se situe à ce niveau-là, voilà, qui est au nord de la structure, proche de la commune de Sailhac. Et donc on a différents statuts, soit de la propriété privée, soit des collectivités qui sont également propriétaires. Donc la carte géologique, on a vu ça tout à l'heure. Sur les propriétés, la difficulté, c'est que effectivement c'est très morcelé. On est sur une soixantaine de parcelles avec beaucoup de propriétaires. Donc on travaille avec des propriétaires par convention pour avoir accès au site. Mais il n'est pas forcément évident de retrouver tous les propriétaires. Parfois, certaines personnes ne savent pas qu'ils sont propriétaires. Donc voilà, sur certaines petites parcelles, mais comme dans beaucoup de zones de campagne, en fait, où il y a eu un morcellement et des héritages inconnus, en fait, aussi qui peuvent arriver. Donc c'est aussi le défi en termes un peu pour le gestionnaire de retrouver ça. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi sur cette réserve, c'est qu'il y a une
forte dimension administrative et de cohésion territoriale, parce que comme vous le voyez, il y a 5 communes, on est sur 2 départements, donc ça multiplie les acteurs à impliquer et à informer de nos démarches. Et sachant que, là, même si maintenant on est plus entré dans le paysage, mais expliquer une réserve naturelle géologique et en plus il y a un impact, on part tout de suite avec plusieurs éléments qui sont moins classiques que les réserves naturelles connues pour la faune et la flore, par exemple. Donc, au niveau de la gouvernance de la réserve naturelle, ça peut se répartir en 3 blocs. Donc on a tout d'abord une convention de gestion qui régit les engagements du gestionnaire envers l'État. Donc là, ça fixe les objectifs de gestion et les obligations du gestionnaire, parce qu'on a une subvention de fonctionnement qui vient de l'État chaque année pour financer notamment mon poste et les frais de structure. Ensuite, on a un comité consultatif qui se réunit une fois par an, qui est présidé par la préfète de Vienne, et qui assure le suivi et le contrôle des activités de la réserve. Donc là, à cette occasion, c'est la présentation des rapports d'activité et bilan financier, des budgets prévisionnels et des plans d'action de l'année suivante. Donc là, c'est bien pour justifier de l'activité de la réserve. Donc là, on a différents collèges, des collectivités, des administrations, des propriétaires et également des représentants d'associations, des scientifiques. Donc là, on est il y a 36 membres dans ce comité consultatif. Et ensuite, on a un conseil scientifique, donc là, qui est chargé plus du travail en lien avec la communauté scientifique et qui va notamment donner son avis quand on a des demandes d'échantillons pour la réalisation d'études. Donc là, ils sont là un peu pour être garants de la crédibilité scientifique des demandeurs. Donc nous, ça nous permet de nous appuyer sur ces spécialistes justement pour faire le lien avec la communauté scientifique. Donc il y a 9 personnes qui sont nommées pour la durée du plan de gestion. Et donc voilà, on décide de se réunir une fois par an et on fait beaucoup d'échanges à distance pour les différentes demandes. Donc là, j'ai repris l'illustration tout à l'heure pour vous montrer la diversité géologique qu'on a à l'intérieur des sites. Donc ça, on a vu tout à l'heure sur la représentativité des différentes roches. Donc on fait cette protection sur les sites, c'est-à-dire que la principale mesure sur les 12 sites, c'est interdiction de prélever de la roche sur les sites en réserve. Donc vous voyez, vous avez vu la carte de tout à l'heure, si vous l'avez en tête, cet aspect dispersé n'est pas forcément facile à gérer sur l'aspect surveillance. Parce qu'on a des parcelles où on a des affleurements qui sont classés, on va avoir des parcelles juste à côté qui ont la même roche mais qui ne sont pas classées. Donc ça peut créer de la difficulté, nous, d'un point de vue surveillance. La chance qu'on a, c'est qu'il n'y a pas une grosse pression de prélèvement. On n'est clairement pas sur certaines pressions qu'il peut y avoir sur certains affleurements de fossiles, par exemple. On a plus de notions de collection. Donc ça, on a un peu moins de pression à ce niveau-là. Et clairement, on a, même en termes de surveillance, on a très peu de prélèvements. On va dire que la surveillance, elle se fait aussi par prévention quand mes collègues accueillent des groupes. On a bien expliqué pourquoi on protège, dans quel but. Parce qu'effectivement, un coup de caillou, on le prend, ça ne repousse pas, quoi, hein. C'est vraiment une destruction qui va rester. Donc au-delà de cette protection in situ, on a une protection ex situ, c'est des collections de roches. Donc là, on a des éléments qui ont été récupérés suite à des destructions, parce que la spécificité aussi, c'est que les différentes communes que je vous ai listées tout à l'heure, les anciens bâtiments, c'est la construction en impactite. Donc ce qui est très intéressant, c'est que nous, on protège les sites naturels, mais on peut faire le lien avec ce que les gens ont prélevé dans l'environnement pour construire. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Les gens ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main pour construire leur maison, mais il se trouve que c'est très spécifique à cette petite zone autour de Rochechouart, Chassenon, Pressignac, c'est les 3 principales communes, où on a vraiment des maisons quasiment entièrement en impactite, et
Et c'est très pratique pour mes collègues aussi, pour faire des sorties animées en groupe. On a certains murs, on a tout le panel des impactibles, donc c'est vraiment, vraiment très parlant. Et donc également, en termes de stockage et de protection, on a les échantillons issus des forages qui ont été réalisés en 2017. Donc là, on a un bâtiment dédié à ce stockage qui est géré par le CIRIR, qui est une association à but scientifique avec qui on travaille et qui est dirigée par Philippe Lambert. Et donc, ce lieu-là nous permet aussi de conserver ces forages, mais là, je reviendrai également en détail tout à l'heure sur ce projet-là. Pour ce qui est du plan de gestion 2021-2030, pardon, si on continue sur cette structuration, voilà, je voulais vous expliquer qu'est-ce qui nous guide dans la protection dans ce plan de gestion. Donc ça, c'est extrait de la méthodologie de rédaction des plans de gestion. Donc on répond à un cahier des charges pour rédiger ce document qui vise à nous donner un guide pour la période 2021-2030. Donc les différents enjeux qui ont été identifiés, on en a 5 géologiques et 1 biologique. Donc l'idée, c'est de lister les principaux types de roches. Donc là, par exemple, on a les cônes de percussion, les zones de limite brèche-soc, les impactiques de fusion, les suévites et les brèches polygéniques plastiques. C'est un peu le panel de roches que je vous ai montré tout à l'heure. Et globalement, l'idée, c'est d'avoir des objectifs à long terme qui nous permettent de conserver, de préserver ces roches. Et ensuite, dans le plan de gestion, on va décliner tout un tas d'actions, comme dans tout document de planification, qui vont concerner ces types de roches en fonction des sites et aussi en fonction de leur fragilité. Parce que certaines roches vont être plus friables que d'autres et vont s'éroder plus facilement que d'autres. Donc tout l'enjeu est d'avoir des actions un peu à la carte en fonction des sites et en fonction des roches. Donc je vous ai mis également ce qu'on appelle les facteurs clés de la réussite. Ça, c'est quelque chose qui est identifié dans la méthode. Ce qui est intéressant à savoir, c'est avec quelque chose qui est commun à toutes les réserves naturelles. C'est-à-dire que les enjeux, chaque réserve a ses propres enjeux. Et là, les facteurs clés de la réussite, c'est un peu un tronc commun. C'est connaissances naturalistes et scientifiques pour l'amélioration des connaissances, l'ancrage territorial, donc améliorer l'appropriation et l'intégration de la réserve dans son territoire. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, nous c'est un volet très important, l'ancrage territorial, notamment avec ces nombreuses communes, ces 2 départements, également ces quelques associations avec qui nous travaillons. Et après le fonctionnement de la réserve naturelle, voilà, c'est plus notre fonctionnement interne, mais non négligeable sur la gestion. Donc sur des actions phares, sur des actions typiques de gestion, pas phares, mais actions typiques de gestion et de restauration, je vous ai mis quelques illustrations pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Donc sur la restauration de site, vous voyez, on peut être amené à utiliser des moyens assez lourds, où quand on a des zones à restaurer, donc vous voyez là une pelleteuse qui est présente ici. Donc là, sur ce site, c'est quelque chose qui a été fait en début d'année. C'est un site qui se situe à Pressignac, où l'idée c'était de retrouver de la visibilité sur un affleurement. Donc il y a eu d'abord un nivellement du fond de la carrière avec une pelleteuse et un débroussaillage de l'affleurement. Et ensuite, on a fini par un passage en nettoyage à haute pression de l'affleurement pour justement venir décaper la roche. Donc ça, cette méthode avait déjà été utilisée auparavant sur d'autres sites et a été validée par le conseil scientifique, sachant que on fait en sorte que ce ne soit pas trop puissant pour ne pas trop décoller la roche. C'est vraiment l'idée, c'est de décaper les lichens qui sont en surface. Et on obtient un résultat assez probant. Donc là, je vous ai montré, pour avoir cet effet-là, ça c'est un affleurement qu'on a, si vous connaissez, c'est en contrebas du château de Rochechouart, qu'on a ici. Et là, on voit un peu les travaux qui ont été faits il y a 2 ans maintenant, 1 an et demi, pardon. Donc là, c'est un affleurement qui se noircit assez facilement par rapport à l'écoulement d'eau. Et là, on voit effectivement la différence entre juste après le passage du nettoyage à haute pression. Donc, on retrouve vraiment une bonne visibilité. Et on se rend compte que sur ce type d'affleurement, il faut intervenir
sur un passage au Karcher tous les 4 à 5 ans. C'est ce genre de fréquence-là. Pour être visible, l'idée c'est pas de passer tous les ans non plus, et puis c'est un certain coût aussi. Hein, donc voilà, et puis voilà, de toute façon, c'est pas notre vocation non plus à passer tous les ans sur ces actions-là. Donc là, vous voyez également une même opération qui a été faite sur le site de Montoun, sur la commune de Chéronac, qui est une ancienne carrière. Là, on ne voit pas très bien, mais on voit cette petite bande, en fait, c'est cette bande qui a commencé à être décapée. On voit tout de suite un peu la différence de teinte que vous pouvez voir avec ce qu'il y a à côté. Donc, ensuite, d'autres actions qu'on fait au niveau du plan de gestion qui vont beaucoup conditionner notre activité, c'est l'accueil du public et l'information du public. Donc là, voici une image de la maison de la réserve, qui est située dans le bourg de Rochechouart. Donc ce qu'on propose dans ce lieu-là, c'est une exposition permanente. Actuellement, on accueille, sur des années classiques, on accueille environ 5000 visiteurs par an, tout confondu, que ce soit les visites ou les groupes. Ensuite, voilà, on propose un espace boutique, et c'est également dans ce lieu-là qu'on a nos bureaux. Et également, il y a un espace de travail pour l'association Pierre de Lune. Donc nous, on propose un programme d'animation chaque année avec des visites de certains sites de la réserve, mais pas tous. Et on visite également certains sites hors réserve. On a un patrimoine intéressant. En ce moment, on a des travaux pour une nouvelle muséographie, c'est en cours, donc le lieu est vide. Mais on va rouvrir dans les prochains mois et j'y reviendrai par la suite. Donc là, sur l'aspect information et accueil du public, là je vous ai mis cette illustration, c'est un des clients qu'on a édité. Donc j'en ai amené quelques exemplaires, donc n'hésitez pas à repartir avec à la fin, c'est à côté des roches si vous le souhaitez. Et donc voilà, je voulais finir par les quelques projets structurants qui ont été portés par Gestionnaire. Donc tout d'abord, c'est un projet, c'est 2 sentiers qui ont été installés, donc les sentiers de l'Astroblème et le sentier de l'Étang, sur la commune de Rochechouart. Donc c'est un projet qui s'est étalé entre 2014 et 2016, des premières propositions à la réalisation. Et donc les constats, c'était que la réserve ne disposait pas d'aménagement d'accueil du public sur ces sites. Donc on avait un déficit de visibilité et d'information pour expliquer ce qu'était la réserve et pourquoi elle était là. Et ensuite, on avait vraiment un manque d'un lieu où le public peut accéder librement pour s'informer, hors des horaires d'accueil de la maison de la réserve. Donc ça, c'était un constat qui a été assez partagé et c'était assez finalement facile de lancer le projet. Et donc voilà, donc on revient sur l'accessibilité, sur le lieu d'information. Et ce qui n'est pas négligeable non plus, c'est que ça permettait à l'équipe de la réserve de disposer de nouveaux supports d'animation. C'est-à-dire que voilà, ces différents aménagements qui ont été installés, les collègues s'en servent lors de leur visite. Donc, pour ce sentier, c'était un document de communication qui a été édité avec les titres du sentier et le parcours. Et donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc, avec une thématique sur des mobiliers métalliques et avec des visuels, on a du contenu. On a le vert, c'est pour le sentier de l'Astroblème, et le bleu, c'est pour le sentier de l'Étang, qui est plus lié aux aspects faune-flore. Et donc, ce qui a été un élément aussi très intéressant de ce projet, c'est la création d'un cheminement en bois sur une zone humide et d'une passerelle qui passe la rivière en contrebas de Rochechouart. Donc cet aménagement, il a permis de relier les 2 sentiers, mais également, et ça on l'avait prévu, mais pas autant, ça a créé un cheminement qui relie le port de Rochechouart à l'étang communal. Donc en fait, c'est devenu, au-delà du sentier, c'est devenu un lieu de balade très utilisé par la population et une voie d'accès à l'étang communal. Donc voilà, c'est satisfaisant à tout point de vue. Et donc voilà, ça nous permet d'être visible, mais avec des mobiliers qui s'intègrent bien dans le paysage, parce que
On a été en lien avec l'architecte des bâtiments de France, donc ça s'intègre bien aussi aux alentours du château. Donc à ce niveau-là, cette installation est un succès et joue bien son rôle de lieu qui peut être visité librement par les visiteurs. Donc le deuxième élément, le deuxième projet structurant dont je voulais vous parler, c'est, j'en ai évoqué quelques fois juste avant, c'est les forages carottés qui ont eu lieu sur 8 sites de la réserve. Le projet s'est déroulé de 2016 à 2018, que ce soit du montage du projet jusqu'à l'indexation. Le chantier en lui-même a eu lieu de septembre à décembre 2017. Pour ce projet, le suivi administratif a été réalisé par la réserve naturelle et le suivi géologique et l'indexation par le CIRIR et en particulier par Philippe Lambert. Et donc, ce qu'il faut retenir de ce projet, c'est que le choix des sites a été fait en fonction de l'accès et du type de roche à forer, et dans le but d'essayer de toucher à chaque fois la limite entre le fond du cratère et les impactites, que ce soit de retombée ou de fusion. Donc pour essayer d'avoir le maximum d'informations sur ces niveaux de choc et comment a réagi le fond du cratère. Donc au niveau des profondeurs atteintes, donc on voit qu'il y a un forage profond qui est de plus de 120 mètres, qui est lieu à Chassenon. On a 5 forages qui sont entre 60 et 70 mètres, et une autre, c'est une série de petits forages qui vont de 1 mètre à 3 mètres. Et donc au total, on a un total de 544 mètres de carottes de roche qui ont été récoltées, avec un très bon taux de récupération. Donc voilà un peu comment se présentaient les caisses. Donc ça a été un gros chantier, il a fallu suivre ça. Vous voyez la machine qui s'est déplacée sur chaque site. Et donc là, clairement, donc les études ont démarré et on a vraiment une réserve géologique pour des études scientifiques pour plusieurs dizaines d'années. C'est vraiment une grande source de connaissances à venir. Et donc les premiers résultats, les premières caractérisations de ces forages, donc effectivement, voilà, je vous ai expliqué l'idée d'essayer de toucher le plancher du cratère. Donc c'est un peu ces pointillés rouges en fait qui ressortent à chaque fois des logs. Donc vous voyez là, donc ici on est sur le forage profond à Chassenon, et là on est sur les autres sites de forage. Et donc, ça permet de faire des correspondances entre les sites où on a nos différents types d'impactites. Et effectivement, là, on a eu certaines découvertes au niveau du forage de Chassenon. Par exemple, il y a une hypothèse qui n'avait pas été émise avant les forages, c'était le fait que l'impact ait provoqué un tsunami et que le reflux de ce tsunami ait pu amener des roches très fines et des zones perturbées, en fait, et que des circulations de fluides, mettre en place ces impactoplastiques, ces petites bandes marron là qu'on voit ici. Donc voilà, disons que les forages ont apporté des données, mais ont apporté aux scientifiques beaucoup plus de questions que de réponses. Donc ça, en général, c'est pas mal, ça fait du travail pour les scientifiques. Mais donc voilà, vu le volume à étudier, ça fait beaucoup de travail. Donc au-delà de l'aspect purement forage et scientifique, nous, ce qu'on a souhaité aussi, c'est valoriser ce projet auprès du public quand il a eu lieu. Donc, parce que c'est un événement exceptionnel. On a mené ça en 2017, on savait que ce serait peut-être unique dans la ville de la réserve, donc il a fallu vraiment l'expliquer au public. Donc on a constaté qu'il y a eu un fort intérêt pour ce projet, notamment découvrir le forage. Quand on assiste à un forage, c'est vrai que quand on a la foreuse qui va à 50 mètres de profondeur,
moi j'étais toujours assez curieux de voir ce qu'elle allait en sortir. Enfin voilà, tout un chacun était. Donc on a pu organiser des visites quand la machine était en route également, donc c'était vraiment très intéressant. Et donc là j'ai mis l'accent sur une journée de découverte qu'on a proposée en octobre 2017 à Rochechouart, où la machine était sur place, où on voit Philippe Lambert qui est en train d'expliquer le procédé et les objectifs. Donc là, voilà, sur cette journée, on a eu environ 120 personnes qui sont venues, que ce soit sur les animations ou sur la présentation. Donc voilà, vraiment ce projet a suscité beaucoup de curiosité. Donc je reviens sur ce que je vous ai présenté tout à l'heure, le lieu de stockage. Je ne développe pas plus. Et après, c'est pour vous montrer comment se présente un tableau de demande d'un scientifique qui va nous faire une demande. Donc on voit, il y a un autre document qui explique sa demande avec les objectifs scientifiques et les finalités. Mais là, c'est vraiment pour lister, faire sa liste de courses en quelque sorte, lister les échantillons dont il a besoin pour son étude. Donc on voit la numérotation des échantillons, le numéro de forage, le numéro de boîte à l'intérieur de ce forage, la passe à l'intérieur de la boîte, et les profondeurs qu'il veut, et là, quart de forage, donc ça se rapporte au fait à la quantité qu'il veut. Donc si on passe à la diapo suivante, ça s'appuie sur cette illustration, sachant que ce qui a été décidé par le conseil scientifique et ce qui se pratique au niveau des forages, c'est qu'on a la moitié de la carotte qui est gardée à titre conservatoire, à laquelle on ne touche pas. On coupe en deux, et c'est une moitié qui est après débitée pour la mettre à disposition de la communauté scientifique. Donc là, un quart de forage, ça correspond à ça, et après on a un demi-quart large et un demi-quart long. Et après, il peut y avoir également des morceaux qui peuvent être demandés, parce qu'on a aussi des morceaux qui ont été broyés ou qui sont cassés au moment du forage. Donc voilà, ici je vous ai mis à côté pour illustrer le découpage quand on a des demandes. Donc vous voyez un peu le matériel, enfin la roche, pardon. Et donc c'est le CRF qui est en charge de ce découpage-là, après validation du conseil scientifique, avec le matériel adapté. Donc c'est vraiment quelque chose qui a structuré notre activité et nos liens avec la communauté scientifique. Et ensuite, le dernier sujet structurant dont je voulais vous parler, c'est le projet de nouvelle muséographie de la Maison de la Réserve. Donc c'est quelque chose qui a démarré en 2020 et qui va aboutir en 2023. Donc là, par marché public, la communauté de communes a recruté le bureau d'études au fil du temps, qui a une expérience dans l'aménagement de ce type de lieu. Donc voilà la répartition des différentes thématiques dans le futur espace. Donc là, on a un espace d'entrée avec une immersion dans le sujet, avec l'aspect boutique et également des visuels pour s'immerger dans le sujet. Ensuite, on a à l'entrée un voyage dans le temps, avec notamment, c'est là qu'est abordé le système solaire et les notions de temps à l'échelle de l'univers. Ensuite, un espace sur les météorites et les cratères d'impact, où là, nous allons faire un effort pour augmenter la collection de météorites à montrer. Et je peux même vous annoncer qu'on aura même une météorite lunaire à montrer. Donc, c'est quelque chose d'assez rare, et on souhaitait insister là-dessus. Également, un focus, c'est inévitable, sur l'astroblème de Rochechouart, que ce soit sur sa découverte et sur les roches actuelles. On a également quelque chose sur la recherche, qui va aussi beaucoup s'appuyer sur le forage, qui va montrer des échantillons de forage et montrer sur quel thème la recherche travaille. Ensuite, aujourd'hui, une réserve naturelle nationale, donc là c'est pour montrer que à l'échelle de l'astroblème, la réserve est un outil de protection et qui permet de dynamiser certains aspects, que ce soit de la recherche, de l'accueil public. Un espace de projection également, comme on l'a actuellement, qui nous permet
projeter des films dédiés aux visiteurs, mais également d'avoir un lieu pour l'accueil des groupes, que ce soit des groupes adultes ou des classes. Et après, on a un espace plus pédagogique pour réaliser des expériences sur la reconnaissance des météorites. Également, un espace dédié au programme Fripon Vigiciel, qui est un programme de sciences participatives porté par le Muséum d'Histoire Naturelle pour la détection des météorites. Donc là, c'est quelques éléments. Vous voyez, là, on est sur des plans 3D. Donc on est vraiment en cours, hein, c'est le prestataire nous a transmis ça, donc voilà un peu la tête que ça pourra avoir sur le voyage dans le temps, sur les météorites et les cratères d'impact. Et également sur les impactites de Rochechouart avec des roches sciées, des éléments de manipulation. L'idée, c'est vraiment avoir un espace qui mélange l'aspect manipulation et l'aspect numérique. On a insisté sur le fait qu'on ne voulait pas trop de numérique, que ça nous semblait important d'avoir du concret. Donc l'idée, c'est d'avoir un équilibre entre les deux. Et à ce niveau-là, si vous vous demandez ce que c'est un échantillon de taille assez importante. C'est un échantillon qui vient d'Afrique du Sud, du cratère de Bedford, qui est le plus grand cratère à l'échelle planétaire et le plus vieux. Et donc, cet échantillon fait 900 kg et sur un socle, et donc sera un des éléments centraux de l'exposition, et on pourra tourner autour. Donc voilà, c'est un échantillon assez impressionnant. Et donc, par rapport à ce projet, donc les travaux sont en cours, l'ouverture est prévue en juillet prochain. Je vous invite à venir découvrir ce lieu. On va vraiment gagner en qualité, que ce soit en termes de mise à jour des connaissances et d'outils de présentation par rapport à l'espace passé. Donc voilà, nous aussi on a hâte un peu de voir le résultat. Donc voilà, et puis voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Est-ce que la météorite a complètement disparu et est transformée en impactite, ou est-ce qu'il en reste des morceaux originels de la météorite? Eh bien non, il ne reste pas de morceaux originels. Il y a eu ce qu'on appelle une sublimation au moment de l'impact. C'est passé de l'état solide à l'état gazeux par rapport à l'énergie. Donc tout s'est transformé en impactite. C'était des gneiss et des granites. Alors voilà. Jusqu'à preuve du contraire, si un jour un morceau est retrouvé, mais il y a quand même très peu de chances qu'un morceau soit retrouvé. Juste une petite précision. Dans les années 75, il y avait une grosse pierre à côté des terres de chassement qui était présentée comme une météorite. Oui. C'est toute la question. Au début de l'exposé, je parlais de vocabulaire en termes de structure d'impact et cratère d'impact, c'est tout l'enjeu qu'on a nous localement sur la réalité, enfin pas la réalité, mais la rigueur du vocabulaire. Parce qu'on a l'hôtel de la météorite, la pharmacie de la météorite, voilà. Donc en fait, si vous voulez, localement, régulièrement on entend, dans la maison c'est de la météorite. Mais non, en fait. Donc on va dire que c'est un effort constant qu'on doit faire, et on l'intègre. Mais effectivement, c'est bien des impactites et c'est pas des météorites qu'on retrouve dans la zone de Rochechouart. Mais après, c'est pas toujours évident de faire changer les habitudes. Au niveau de l'utilisation de pêche, ça va bien au-delà des communes qui sont concernées par la zone naturelle. Oui. Là, ça va en Florence. Oui.
Ça fait partie de vos attributions de faire un catalogue de tous ces temps d'utilisation? Eh bien, là, à ce niveau-là, on est un peu limité parce que finalement, nous, on est missionné pour travailler sur le patrimoine naturel. Donc là, sur l'aspect bâti, qu'on utilise aussi pour les animations et les cheminements, on travaille plus avec l'association Pierre de Lune qui n'a pas continué le projet, mais avait engagé une démarche d'inventaire de l'utilisation des impactifs dans le bâti ancien. Mais nous, on ne peut pas se permettre d'aller au-delà, mais effectivement, au-delà des communes où on a des sites en réserve. C'est un peu des fois, c'est un peu dommage. Mais oui, je sais que à Chabanais aussi, il y a pas mal de constructions en impactites et communes alentours aussi. Donc toutes les églises, plus un certain nombre de sarcophages. Oui. Est-ce qu'il y a un site internet pour pouvoir questionner pour les jours d'ouverture et tout ça? Oui, mais justement sur le client, vous avez toutes les coordonnées, nos coordonnées. Et, vous pouvez voir à ce niveau-là. Et je vous ai amené aussi, il y a un petit document sur le 31 mars, on organise le premier événement des 15 ans de la réserve. Donc c'est une projection à Rochechouart, suivie d'une observation astronomique, si le temps de parler, bien sûr. Et donc voilà, c'est le premier événement, il y en aura 15 dans l'année, 15 événements gratuits à destination du public, donc n'hésitez pas aussi à venir à ce moment-là. Oui. Moi j'ai vu sur une photo là, vous avez parlé de décapage de tout un massif, vous avez enlevé la végétation, etc. Et la roche est nue. Est-ce que les intempéries, est-ce que le climat n'a pas plus d'impact sur la conservation du massif que si on avait laissé la végétation, par exemple? Est-ce qu'il peut y avoir des fissures? Est-ce qu'il peut y avoir des... Disons que non, parce que là, l'objectif, il est de pouvoir, globalement, pouvoir lire la roche. Mais vraiment, parce que c'est de la caractériser, parce que là, on est arrivé à un point où vraiment, on ne voyait plus rien du tout. Et dans le temps, en fait, dans les fissures, le développement de la végétation, on va dire, accentue aussi les fissures et disque la roche. Donc, on est conscient que, quelles que soient les actions qu'on mène, on n'a pas la prétention de stopper l'érosion. Mais on veut essayer de limiter, essayer de décaper pour documenter, pour bien voir ce qu'il y a. Et effectivement, voilà. On ne peut pas imaginer une sorte de protection en surface. Alors, il y a des sites. Certaines zones, disons. Il y a certains sites en réserve naturelle, notamment à Saucals-la-Grève et dans le sud de la France, également dans le Luberon, il me semble. On a des sites géologiques avec des formes de vitrines qui protègent. Mais nous, on n'a pas fait ce choix-là. Ça reste assez lourd à installer. C'est cher, effectivement. Et il y a un certain nombre de problèmes qui se posent parce que ça crée une atmosphère humide. Donc, il faut veiller contrôler le développement de champignons, de différentes choses. Donc, voilà, l'un dans l'autre, on a plutôt choisi de garder l'aspect naturel des affleurements. Oui, non, je voulais juste apporter aussi une précision. Vous parliez de l'utilisation. Il y a aussi des outils, je pense à des petites meules individuelles. Je pense aussi à des auges, des baquets dans lesquels, dans le temps, il y avait des cochons, par exemple, qui mangeaient, des choses comme ça. Il y a un tas de petits objets qui ont été fabriqués aussi. Oui, tout à fait. On a quelques... trouve facilement à côté dans les petits villages. Oui, on a quelques meules, d'ailleurs, qu'on a récupérées et stockées. D'accord. Dans un voilà, côté pour d'éventuels usages ou expositions. Donc oui, effectivement. Et ces meules, c'est plus ça rejoint plus les brèches de retombée. Le chassement, là, c'est un peu plus facile à sculpter visiblement. Voilà. Une dernière question là pour le musée. Oui. Le musée que je connais,
le nouveau musée sera une prolongation de celui qui existait déjà. C'est à la place. C'est exactement. C'est complètement reconstruit. Oui, on a tout enlevé. On a tout enlevé, tout vidé. Et c'est la même emprise. C'est juste que ce que vous avez vu, c'est une réorganisation des thèmes. Une partie des thèmes qui sont communs, hein, ce qu'il y avait déjà. Mais tout va être revu et on va être plus sur si vous connaissiez les lieux, c'était plus une ambiance sombre, vous avez vu, plus le mur noir. Et là, ça va être plus clair. En fait. On se part sur quelque chose de plus clair, avec différentes couleurs. Oui. Oui, vous avez parlé des 12 sites des îlots isolés les uns des autres, et puis vous avez parlé aussi de sites hors réserve. De quoi s'agit-il? Eh bien, effectivement, on a ces 12 sites qui font 50 hectares, mais ce problème en lui-même, on est sur 10 à 12 000 hectares. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de choses hors réserve. On a de la roche, des impactites sur d'autres sites, et il y a certains sites qui n'ont pas été classés en réserve naturelle, mais qui ont de très beaux affleurements, très belles roches. Donc ça, avec l'accord des propriétaires, même si c'est pas en réserve, on peut s'y rendre, s'ils sont pas en chemin ou quoi, hein, on s'y rend, et c'est complémentaire des sites en réserve pour orner le public et faire des visites guidées. C'est plus ça en fait. Hein. On n'est pas sur cet aspect animation, on peut aller sur des sites en réserve. Par contre, sur les travaux que je vous ai montrés tout à l'heure, il faut que d'un point de vue administratif, ça soit fléché sur des sites protégés. Donc voilà un peu la distinction, parce qu'on engage des dépenses sur ces sites-là. L'idée, c'est de ne pas se couper de richesse géologique, si on est juste à côté, quoi, surtout quand c'est très complémentaire des autres sites. Vous avez évoqué l'hypothèse d'un tsunami. Ça veut dire qu'à l'époque, le territoire concerné pouvait être immergé? Oui, alors immergé, ou alors en bord, ou alors sur la côte, vraiment à l'intérieur. Parce que le cataclysme a été tellement énorme que même si c'était à 5-10 km de la côte, ça va créer des vagues immenses et des reflux. Donc, là, certains scientifiques ne sont pas d'accord sur savoir si c'était immergé ou pas immergé. Il y a des traces d'un tsunami, mais effectivement, il y a des traces du passage d'eau en grande quantité sur ces zones-là. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc je vous ai dit que c'était le forage de Chassenon qui a montré ça. Il n'y a que sur ce forage-là qu'on le retrouve, et c'est vraiment le point le plus haut où on a fait le forage. Donc, on ne peut pas le vérifier sur d'autres sites. Mais certains scientifiques nous disent qu'il faut faire d'autres forages, mais si on les écoute, après, il faut faire partout, et puis c'est incertain. Voilà, puis c'est pas l'idée. Sous quelle forme sont ces traces de tsunami éventuelles? C'est des... j'en ai pas là, mais à l'intérieur des brèches, alors si je reprends juste les roches que j'ai... C'est à l'intérieur de ces roches-là, en fait, que vous avez ici les suévites, donc sur le site de Chassenon. Il faut imaginer que c'est comme si sur ce bloc de roche, vous aviez une fissure qui passe au milieu. Et vous écartez ces deux morceaux, et dans cette fissure, vous avez des éléments très fins qui passent. Qui ont été comme des sédiments très fins qui ont été re-injectés à l'intérieur. Et donc, ça crée une zone de contact et une discontinuité dans la roche. Voilà, c'est ça qui a été documenté. Mais n'hésitez pas, après, mes collègues aussi accueillent des groupes avec possibilité sur demande d'aller voir la collection de forage aussi. Hein. Donc ça fait partie des choses, ça oui je ne l'ai pas dit, au-delà des visites de site, cette collection de roches forage, l'idée c'est que ça ne soit pas fermé et exclusivement consacré aux scientifiques, c'est que les personnes qui le souhaitent puissent aller voir comment on étudie, comment on fonctionne. C'est pour que ça soit ouvert en fait. Ah, encore.
Sur le plan scientifique, justement, est-ce que vous pouvez dire un mot de l'intérêt national ou international de ce site et des demandes? Oui, effectivement, ça c'est parce que c'est notamment les forages, c'est cette proposition de Philippe Lambert il y a quelques années pour conduire ce projet, et ça s'appuyait sur des manifestations d'intérêt de différents laboratoires à l'échelle internationale pour étudier ces roches-là. Donc là, on a notamment les pays les plus actifs, c'est surtout les États-Unis et l'Allemagne dans ces domaines-là. Donc on a des chercheurs qui ont fait des demandes à ce niveau-là, et on a des demandes aussi qui viennent de Suède et du Brésil aussi sur ces sujets. Donc c'est la communauté des impacts, les chercheurs, il y a quelques centaines de chercheurs qui travaillent là-dessus. Et donc ce qui les intéresse, c'est effectivement ces échantillons de forage, c'est un peu le must pour étudier en fait, parce qu'on va chercher en profondeur, on a quelque chose dont on est sûr qui n'a pas été soumis à l'érosion, et donc et d'avoir cet aspect 3D aussi pour étudier. Et donc ça leur permet aussi de comparer à d'autres sites d'impact qui ont déjà été forés aussi pour voir des choses. Donc il y a un réel intérêt de la communauté internationale pour étudier ces échantillons. Au début de la présentation, vous avez dit que c'était la première trace de contamination extraterrestre. Oui, c'est sur le site lié à un impact. C'est ce qui a été, c'est une publication qui est sortie à ce moment-là. Sur le cratère de Sud, là, c'est des traces d'irridium. Oui, c'est ça. Et là c'était des traces de ces chromonickel. Ah oui, c'est ça. Et c'est sur le principe de cette découverte qui a été promise. D'autres questions? Non. On peut aller voir les cailloux. Oui, bien sûr, je vous invite à venir voir les cailloux et vous servir sur la documentation si vous souhaitez. Merci à vous. Il n'y a pas de radio.